Chapitre 6. Sylvie. À tout instant, Jean-Jacques s'attendait à voir les malfaisants envahir le sous-sol à sa recherche. À mesure que les minutes s'égrenaient, il reprenait confiance. Les agresseurs n'avaient pas dû trouver la porte dérobée au fond du placard. Ils devaient penser que leur victime était allée chercher refuge auprès d'un voisin et qu'ils ne pouvaient se permettre de frapper à toutes les portes. Il devait être en planque quelque part et serait prêt pour lui dès qu'il essayerait de s'échapper du quartier, pourvu que Sylvie n'attire pas l'attention sur elle. Sylvie Donadieu, sa copine de longue date, américaine de naissance, guyanaise de souche et française de cœur, était chanteuse et danseuse professionnelle. Une saltimbanque, comme auraient dit ses parents, s'ils n'avaient pas péri au cours de l'une des nombreuses rixes qui avaient longtemps endeuillé la vie dans le quartier chaud de Harlem. Elle pratiquait toutes sortes de sciences telles que l'hypnose, la sophrologie, la psychologie. Tout cela lui permettait une vie bien remplie à la campagne avec son jeune garçon. Un tempérament de feu l'empêchait de se fixer sentimentalement. Ses choix étaient éclectiques et lui procuraient à chaque fois des prodiges de joie qui se terminaient souvent en agacement, une fois la vraie personnalité de l'être aimé totalement mise à jour. Écologiste à ses heures, elle donnait souvent la réplique à Jean-Jacques lorsqu'il exposait ses nombreuses théories sur le sujet. Ils y passaient des heures quand ils en avaient le temps. C'était parfois instructif, la conversation étant un bon moyen d'approfondir sa propre réflexion. Pour le moment, il se contentait d'étudier les bienfaits de la pollution par les objets entreposés dans les caves qui lui permettaient de se cacher un peu plus facilement. Les 35 minutes qui s'étaient écoulées avec une épuisante lenteur avaient plongé Jean-Jacques dans une léthargie réparatrice, malgré les insupportables cauchemars que lui avait concoctés son subconscient. Et il pensait déjà à une possible irruption musclée des bandits dans son trou à rats. Au fait, où étaient-ils, les rats? C'était leur fief après tout. La seule pensée de marcher, ou pire encore, de s'asseoir dans le noir total sur l'une de ces horribles bestioles le remit en alerte. Un bruit de moteur dans l'impasse. Était-ce le renfort que ses poursuivants attendaient pour se livrer à une fouille plus approfondie du quartier? Avait-il évité de faire du bruit pour voir si Jean-Jacques, enhardi, sortirait de sa cachette? Il tendit l'oreille sans quitter son camouflage de carton. Le bruit typique du moulin de la Porsche 928 GTS de Sylvie le rassura. Il s'extirpa précautionneusement de son recoin et se glissa subrepticement hors de l'immeuble, profitant du surcroît de pénombre que créaient artificiellement les phares allumés de la voiture pointés dans l'autre direction. Il vit que Sylvie avait quitté la voiture en laissant le plafonnier allumé et se dirigeait vers lui en passant dans la lumière. Imprudente. À peine s'avance-t-il à sa rencontre que l'énergumène qu'il avait surnommé Gros Bras tout à l'heure se pointe à toute allure, l'air goguenard et le pistolet bien en main. Stupeur de Sylvie qui doit commencer à réaliser dans quel guêpier elle vient de se fourrer. À l'approche de l'homme visiblement armé et menaçant, elle s'arrête instantanément et le fixe d'un regard perdu, les mains en l'air comme en catalepsie. L'homme continue son approche, l'air imposant. Progressivement, elle entre dans une espèce de transe, les yeux blancs, sa chevelure tressée voltigeant autour de sa tête qui prend un mouvement tournant, comme si elle allait tomber dans les pommes. Ce n'est pas le moment. Puis ses bras suivent le rythme de la tête. Ses pieds entament une sorte de gigue en demi-cercle. Elle ânonne une litanie incompréhensible. Son corps se balance. Le type, assurant son pistolet, reste perplexe. Il n'a rien à faire qu'à attendre que la femme, morte de trouille, tombe d'elle-même. La gigue, au contraire, prend de l'ampleur, du rythme, s'accélère. Le buste monte et descend de plus en plus bas. La main touche le sol, prend son appui et soudain, voilà sa Sylvie qui s'envole. Ses jambes, chacune bien autonomes, partent en même temps vers deux cibles bien choisies. La main qui tient le pistolet et le menton de Gros Bras, qui n'a pas eu le loisir de comprendre une manœuvre qu'il serait bien en peine de pratiquer, si l'on en juge par son propre poids. Le pistolet valdingue dans le caniveau. Quant à la tête, elle exprime par ses yeux exorbités une vive protestation et part en arrière dans un angle que la souplesse naturellement réduite de Gros Bras ne permettait pas en d'autres circonstances. À peine retombée sur ses pattes, sans attendre que les protagonistes de cette fête païenne ne réalisent ce qui venait d'arriver, elle tire Jean-Jacques par la manche, l'enfourne dans la voiture, saute au volant et démarre en trombe vers la liberté. Sur les chapeaux de roue, elle quitte ce quartier maudit en direction de la Défense et de Poissy pour perdre un éventuel suiveur. « Comment as-tu fait cela? Je ne te savais pas kung-fu » marmonna Jean-Jacques d'une voix enrouée, au bord de l'apoplexie. « Non, c'est juste de la danse. Ça s'appelle la capoeira » répondit-elle avec aplomb. « Et puis j'ai horreur des armes à feu, il m'a énervé celui-là. » « Tu blagues. Tu as oublié de me dire que tu étais agent secret ou quelque chose du genre. Note que ça m'aiderait bien dans les circonstances présentes, avec tout ce qui me tombe sur la tête. Dis plutôt que ça t'a déjà aidé, mon truc. Mais je t'assure que la capoeira est une danse originaire d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que tu me chantes là?
Mais si, je te dis, ces racines remontent au temps de l'esclavage. Les propriétaires interdisaient les bagarres lorsqu'il y avait des différends privés parmi les esclaves, afin de ne pas gâter la marchandise. Aussi, ceux-ci avaient-ils inventé cette danse qui se pratiquait entre hommes. Sous des aspects rythmiques, elle cachait un moyen de s'envoyer quelques coups de savate bien sentis, et autre amabilité destinée à départager les adversaires tout en relâchant la pression. Celui qui recevait ces coups ne devait montrer aucune douleur. Les ennemis d'un instant restaient souriants jusqu'au bout pour ne pas se faire pincer par les maîtres. Par la suite, cette danse a été perpétuée dans les favelas. C'est devenu un art rythmique. Tout en parlant de la sorte pour détendre son amie, Sylvie traçait en inspectant les voitures derrière elle. Elle n'avait pas eu l'impression qu'il y avait plusieurs malfaiteurs. Il n'y avait pas eu de mouvement dans les environs lorsqu'ils avaient quitté l'impasse. Il avait certainement fallu plusieurs minutes au minimum à gros bras pour reprendre ses esprits et autant pour retrouver son pistolet. S'il était seul, elle ne pensait pas qu'il était en mesure de conduire après le traitement qu'elle lui avait fait subir. Malgré son air détendu, elle se demandait elle-même comment elle avait bien pu faire ça. L'entraînement peut-être. Ou bien la vue d'un pistolet braqué sur elle lui avait-elle rappelé des images de son enfance, lorsque ses propres parents avaient été menacés sous ses yeux de gamine apeurée et qu'elle n'avait rien pu faire. Combien de fois n'avait-elle pas cauchemardé sur cette scène, au point de culpabiliser? Elle n'avait rien pu faire à 6 ans. Qu'aurait-elle bien pu faire? En tout cas, Gros Bras l'avait prise en pleine tronche, lui. Elle jeta un nouveau regard dans ses rétroviseurs, rien à l'horizon. Il semblait qu'ils allaient pouvoir rentrer chez elle dans sa maison de Gros Rouvre. Virant de bord à Orgeval tout en continuant à surveiller ses arrières pour le cas où un autre véhicule quitterait l'autoroute en même temps qu'eux, ils se dirigèrent vers sa campagne, comptant sur une bonne nuit de sommeil pour se remettre de leurs émotions. La maison de Sylvie apparut au détour de la petite côte, enserrée dans un écrin de verdure foisonnante et indisciplinée. Par précaution, elle rangea sa voiture dans le garage au bout du jardin et referma soigneusement. De proportions restreintes, le salon dans lequel elle fit entrer Jean-Jacques exhalait les parfums d'encens et de citronnelle. Piano à queue, guitare, poèmes sur les murs, gros poufs et sofas profonds, ainsi que quelques décorations d'art ethnique caraïbe donnaient le ton du style de vie que devait affectionner Sylvie. Jean-Jacques, enivré par cette ambiance à la fois féminine et un rien aventureuse, s'arrêta au niveau d'un poème encadré de bois ancien et ne put se retenir de le déclamer à voix basse. « Sylvie, tu nous es apparue un beau jour de septembre, la chevelure tressée, le teint couleur d'ambre. On te croyait perdue, tombée d'un paradis, aux couleurs de soleil parfumé à l'anis. Il n'a fallu qu'un temps pour que tu nous subjugues, qu'à ton rythme endiablant le nôtre se conjugue. Le nôtre, tout du moins notre pas cahotant, que nous menions alors satisfaits, haletant. Tu nous as fait salser, chanter et vibrer, et appris les secrets du poulet mariné. » L'auteur décrivait alors en vers une partie de la vie de Sylvie et terminait par ces mots qui en disaient long sur l'état dans lequel l'avait mis cet exercice de style. « Tes dons sont sans limite, ni même le don de toi, et t'aimer follement éveille mon émoi. » Il se fit la remarque que Sylvie, par son charisme et son enthousiasme, avait dû transformer ce petit village tellement enfoncé dans ses haies et ses bois qu'il cachait jalousement ses belles demeures et ses habitants privilégiés. « Les gens t'aiment ici, ça se voit. C'est un petit copain qui t'a écrit ça ? » « Non, c'est un ami pour mon anniversaire, espèce de curieux, lui répondit-elle malicieuse. Très spécial, il me couvre des yeux à chaque fois qu'on se rencontre. J'adore nos conversations, c'est un philosophe un peu farfelu, et c'est tout. D'ailleurs, il n'est pas de mon âge. Il est en extase devant l'artiste, la chanteuse. Il est émerveillé, je parie, parce que tu composes tes propres chansons. Exactement. Oui, mais moi, ce que j'aime chez un homme, c'est autre chose. Tu ne peux pas comprendre. Je ne pourrais pas construire une relation amoureuse avec quelqu'un qui me respecte autant, et qui est tout le temps en train de réfléchir. Mais moi aussi je te respecte, et pourtant... Oui, et continue de me respecter. Je parlais de lui, pas de toi, bourreau des cœurs. Et puisque tu veux tout savoir, il me reste de ce fameux poulet mariné de ma fabrication, celui qui a fait ma réputation dans tout le canton. Il doit y avoir quelque part une bouteille de Bordeaux qu'on m'a offerte. Mangeons, nous commenterons Lamartine et son spleen plus tard. Vite réchauffé, servi dans la cuisine pour plus d'intimité, le succulent poulet mariné fit son effet sur Jean-Jacques. Voyant son teint reprendre une couleur plus coutumière, Sylvie estima pouvoir enfin lui poser les questions qui lui brûlaient les lèvres depuis 1 heure. « Est-ce que tu peux me dire dans quel traquenard tu t'es fourré? Te connais-tu des ennemis capables de cette brutalité? » « Je n'en sais rien, que veux-tu? Je crois que des cambrioleurs ont essayé de s'introduire chez moi. Ne me demande pas pourquoi. Ce qui a le plus de valeur à part ma télé, c'est mon invention. Elle est déposée et ça ne servira à rien de la piquer. Mon rideau roulant piégé en a blessé un sévèrement et ils m'en veulent à mort. Si tu voyais l'état dans lequel ils ont mis mon loft, ce n'est pas croyable. Il y a du sang partout. Ils me réclament 1 million. Tu payes ou tu crèves. Pourquoi, grand Dieu? Tu crois que c'est sérieux? Le pistolet que j'ai vu était très sérieux en tout cas. Et la bobine de ce malfrat, une vraie tête de cinéma d'horreur. Surtout après ton intervention aérienne. Mais comment as-tu fait ça? Il faut que tu m'apprennes. Un autre jour si ça ne te dérange pas. Ça, comme tu dis, je le fais à chaque fois qu'on braque une arme sur moi. C'est-à-dire jamais, répondit-elle en hurlant littéralement le dernier mot.
Et puis parlons d'autre chose. Comment vas-tu régler ce problème? Peut-être faut-il négocier avec eux. Tu sais, s'ils veulent de l'argent, il y a toujours moyen de s'entendre. Oui, c'est ça. Et où veux-tu que je trouve 1 million? À part vendre mon invention à la société du meilleur moment, j'ai beau gratter, je ne trouve cette somme dans aucun de mes nombreux comptes en banque, ni dans mes propriétés offshore, et encore moins en vendant mes tableaux de maître. Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette société du meilleur moment? Une secte ou quoi? Excuse-moi, je ne te l'avais pas dit. Une société de Trindex, spécialiste en recherche et développement, m'a offert une somme inouïe pour s'assurer de la propriété de mes inventions sur le moteur à nouvelle énergie. J'ai refusé parce qu'ils m'ont semblé décidés à enterrer mon procédé, jusqu'au meilleur moment, comme ils disent. Le PDG m'a agacé avec sa suffisance. Je lui ai fait savoir par lettre hier que ma réponse négative était sans appel. Tu comprends? Moi, je veux suivre mon invention, participer à son amélioration, et je tiens à m'assurer que tout le monde en profitera. Je ne vais pas te faire un cours sur l'écologie, je sais que tu es convaincu d'avance. Alors, hier, tu dis non à une offre mirifique, et aujourd'hui, une bande de sagouins te crée de nouveaux besoins. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi? Argumenta Sylvie sur un ton péremptoire. Trindini n'est pas de la Cosa Nostra tout de même. Rêve. Pendant quelques secondes, ils se grattèrent la tête. Ce fut Sylvie la raison qui reprit la parole la première. Au lit maintenant, la nuit porte conseil. Prends la chambre de mon fils. Ah non, je veux pas le déranger. Jean-Jacques comptait-il sur un autre arrangement? Si c'était le cas, il en fut pour ses frais. Geoffroy n'est pas là, il dort chez un copain. Allez, va dodo mon doudou. Réveillés tôt par le coq de la ferme voisine, ils prenaient leur petit déjeuner après une douche bienfaisante, repris par le préoccupant sujet de la survie de l'ingénieur. J'ai fait un songe cette nuit, entama-t-elle en guise d'entrée en matière. Arrête, tu ne vas pas me prendre pour l'un de tes clients par hasard. Si tu ne me prends pas au sérieux, je cesse de m'occuper de toi et je te mets à la rue. Elle n'en pensait pas un mot. Elle poursuivit. Tu sais que les rêves sont l'expression lisible du travail de notre subconscient et non pas la preuve d'une quelconque capacité de divination. La prochaine fois que tu me traites comme une adepte du vaudou et du paranormal, je t'arrache les tripes comme pour un sacrifice rituel. Ça t'apprendra. Je disais donc, et cesse de m'interrompre, que cette nuit, le lien entre l'offre qui t'a été faite, le refus catégorique que tu lui as opposé et la sauvage agression dont tu as été victime m'est apparu clairement. L'histoire des cambrioleurs vindicatifs aurait tenu si ce gros bras n'avait pas agité ses mains pleines de doigts et de pistolets sous mon nez. Ton loft ne pourrait intéresser que des petits délinquants locaux, pas des gens de cet acabit. Je le pense aussi. Tais-toi et écoute, je réfléchis tout haut. Tu déposes tes brevets, ils sont publiés. La société Trindex les étudie, vous avez rendez-vous, ils veulent acheter, mais te semblent vouloir enterrer le projet. Tu refuses leur offre comme si l'argent ne t'intéressait pas. Quelqu'un commence à casser tes jouets. Tu as besoin d'1 million plus les frais pour t'en sortir. C'est lié. Elle s'arrête un instant, dévisage son ami puis reprend. Tu n'as rien à dire pour m'aider ou est-ce que ça ne t'intéresse pas? Oui, mais tu m'as formellement interdit de parler, il n'y a pas 20 secondes. Arrête de faire ta mauvaise tête. Il faut déposer plainte pour ton cambriolage. Je pense qu'il faut passer sous silence l'épisode de la voiture folle pour l'instant. Constitue ton dossier pour l'assurance. Après, il nous faut trouver des informations sur cette Trindex et son PDG. D'abord, savoir qui s'est renseigné sur tes brevets. On aura peut-être la chance pour nous de ce côté-là. Avant toute chose, il faut que je téléphone chez Laure Gauthier pour dire que je suis malade et incapable de travailler aujourd'hui. Je ne m'en sens d'ailleurs pas le cœur, j'ai des chocottes, et ces gens-là semblent si bien informés qu'ils seraient capables de m'attendre là-bas. Va à Montfort, la cabine téléphonique ne donne pas son numéro d'appel. Par prudence, ne parle pas longtemps, ne prononce pas de mots-clés. Quels mots? Et guerre, nucléaire, terrorisme, bombe, pistolet, ça peut déclencher des enregistrements automatiques d'écoute téléphonique. Fais-moi confiance, je ne dirai rien. Je peux dire bonjour, maladie, travail, sans risque au moins. Peux-tu me prêter ta voiture? Je serai de retour dans 15 minutes. Sortir un peu lui ferait du bien. Il achèterait des fleurs et quelque chose à manger en même temps. La cabine sur le grand parking était libre. Il s'y installa non sans avoir scanné les environs et sonna le standard de sa société. Bonjour Marjorie, c'est moi. Passez-moi Delay s'il vous plaît. Ne quittez pas. Moins de 10 secondes plus tard, la voix tout excitée de Delay le prit au dépourvu. Sans qu'il ne puisse en placer une, celui-ci lui asséna. Où es-tu? La police te cherche. Les stupes. Je le crois pas. Toi, un dealer. Quoi que tu aies fait, je ne veux pas le savoir. Ne reviens pas ici. Ne rentre pas chez toi. Planque-toi. Achète le monde, tu comprendras. Le boss veut te virer. Je te laisse. Je ne veux pas que ça me retombe dessus. Appelle-moi ce soir à la maison si tu veux. Il raccrocha. Jean-Jacques n'avait pas eu le loisir de prononcer le moindre mot-clé. Il n'avait même rien pu dire. Complètement paniqué, il s'arrêta chez le fleuriste, choisit un bouquet à la volée, prit une côte de bœuf au passage et se dirigea à pas précautionneux vers la librairie presse de la rue de Paris. Et si sa photo avait été publiée avec l'histoire rocambolesque de sa nuit? Malheur! Un client était en train de lire le journal dans la librairie avant de l'acheter. Il le dévisageait avec un air bizarre. Il fallut plusieurs secondes à Jean-Jacques pour réaliser que lui-même fixait l'homme avec une telle insistance que sa réaction ne pouvait être que normale.
d'autant plus que le lecteur semblait apprécier tout particulièrement les beaux garçons et que son regard spécial se terminait en œillade assassine. Rassurant. Pour un peu, il aurait échangé leur numéro de téléphone. Il rafla 4 quotidiens sans les ouvrir, paya et se sauva comme un voleur. Ce n'est qu'une fois revenu dans son petit havre douillet, mais temporaire, qu'il reprit sa respiration en s'affalant sur le sofa. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, merci, des fleurs !» dit-elle à Jean-Jacques, qui à l'instant ressemblait plus à un automate qu'à un joli cœur. D'une voix rauque qu'il n'arrivait pas à placer, il lui rétorqua. Je suis recherché par la police pour trafic de stupéfiants. Il paraît que c'est étalé dans les journaux. C'est complètement démentiel. » Cela dit, il se concentra nerveusement dans la lecture des périodiques, déterminé à en savoir plus. Pas de photos dans aucun d'eux, c'était déjà ça. Il lut à voix haute à Sylvie qui s'était effondrée sur le siège à côté de lui. Règlement de compte entre trafiquants de drogue, un ingénieur chimiste est soupçonné de possession et de trafic de substances illicites de la classe des stupéfiants. Alors qu'elle enquêtait suite à plusieurs appels concernant une affaire de tapage et de rodéo dans un quartier de Nanterre, la police fut conduite à visiter le logement de l'ingénieur chimiste JV dont l'entrée était fracassée. Les premières constatations ont pu établir que du sang humain avait été utilisé pour écrire sur les murs des menaces caractérisées. Aucun corps n'a été trouvé sur place. Un cadavre a-t-il été enlevé ? Un sac contenant 200 grammes d'héroïne pure a été découvert dans une cache de la maison. Celle-ci comportait une issue secrète par les sous-sols de l'immeuble voisin. Des traces de présence ont été retrouvées dans les caves, attestant que cette sortie discrète avait été utilisée dernièrement. La police recherche activement le dénommé JV, probablement impliqué dans une affaire de règlement de compte entre bandes rivales. Elle a enregistré une plainte pour tapage nocturne, déposée par un habitué du quartier concernant un rodéo de voiture contre une planche à roulettes. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cette affaire et sur l'ingénieur JV, recherché à titre de témoin principal, est invité à prendre contact avec la brigade des stupéfiants de Nanterre à la Défense. S'il se reconnaît, l'ingénieur JV est lui aussi prié de se rendre de toute urgence à cette même brigade pour affaire le concernant. Incapable d'aller plus loin dans sa lecture, Jean-Jacques feuilleta dans un état second les autres journaux dont les articles suivaient à peu près le même schéma. Laure veut me virer. Qu'est-ce qu'elle a bien pu penser de moi en lisant ce tissu de mensonges ? Il est vrai que mon titre d'ingénieur chimiste corrobore parfaitement les soupçons des stupes. Merde ! Je suis connu, tout de même. On pourrait me faire confiance. Mes amis ont eu vite fait de me jeter aux orties. Je ne peux plus bosser. Impossible de rentrer chez moi. Tout le monde me croit coupable avant de commencer l'enquête. Et si j'appelle la police, ils me coffrent. Que vais-je devenir ? Jean-Jacques, cette drogue, elle n'est pas à toi au moins. Tu vois, toi aussi tu t'y mets. J'en ai marre à la fin. Jean-Jacques leva les bras au ciel et les laissa retomber sur les cuisses en signe de totale impuissance. Bon, je connaissais la réponse, mais on ne sait jamais. Tu aurais pu, sans t'en rendre compte, accepter de garder un paquet pour le compte d'un ami de passage. Ok, je n'ai rien dit, conclut la belle Guyanaise en constatant les éclairs que lançaient les yeux de son copain de toujours. Après un temps de réflexion, elle poursuivit néanmoins. Donc, ils t'ont mis en enfer. Ils t'ont coupé du monde normal. Tu ne peux plus te plaindre à la police, ni compter sur tes amis rendus méfiants à ton égard. Faut dire qu'avec la réputation de farfelu que tu te payes, je les comprends. Ok, je retire ça aussi. Tu n'as aucun moyen de te justifier. Et tu ne peux pas rester ici indéfiniment. La meilleure défense, c'est l'attaque, me disait toujours mon père. Un nuage de tristesse submergea Sylvie en un instant, lorsqu'elle réalisa l'énormité de ce qu'elle venait de dire. Car pour son père, la défense en question n'avait pas du tout eu l'efficacité souhaitée. Elle relégua au second plan ses noires pensées au prix d'un pénible effort sur elle-même et entreprit de rassurer son amie du mieux qu'elle put. Tu dois découvrir qui est derrière tout cela, faire éclater la vérité et tout rentrera dans l'ordre. Ces bonnes paroles mirent du baume au cœur de Jean-Jacques et lui redonnèrent un tant soit peu de combativité. Il articula péniblement mais avec emphase. Au fait, le président, il a passé 6 mois ici en 95, non ? Il t'a peut-être remarqué ? Tu l'as rencontré ? Ne compte pas sur moi pour te le présenter. D'ailleurs, personne ne l'a vu ici. Il était très discret. Et puis qu'aurais-tu voulu qu'il fasse pour toi, à part te faire arrêter ? Et moi avec ? Dommage, on peut rêver, non ? Bon, soyons positifs. Il me faut un bon ordinateur, une liaison internet rapide et un peu de temps. Je vais déjà trouver qui s'est renseigné sur mes brevets et d'où sort cette société Trindex. Je suis d'accord avec toi que tout vient de là. C'est le moment de compter mes amis. Écoute, j'ai une idée. Pour l'hébergement, je connais une paire de musiciens, des percussionnistes extraordinaires qui se feront un plaisir de t'héberger. Ils habitent dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Du moment que tu es recherché, tu seras bien accepté là-bas. Tu ne risqueras pas grand-chose de la police. Elle n'y va jamais. Et puis, pour correspondre avec moi sans risquer les écoutes téléphoniques, tu pourras toujours utiliser le tam-tam africain. Je plaisante, ne te fâche pas. En vrai, ils pourront m'appeler en parlant créole. Mon fils ne revient que lundi. Il n'y a pas le feu. Mais après, je ne voudrais pas le traumatiser par nos airs de conspirateur. Il vaudra mieux que tu émigres. La Goutte d'Or à Paris, pour un blondinet comme toi, c'est l'idéal. Tu vas voir, ils vont t'adorer.
Qu'est-ce que cela est censé signifier, cette remarque à double sens? Veux-tu dire qu'ils font du racisme anti-blond là-bas? Ou que je vais me faire dévorer tout cru? Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait un lapsus. Elles vont t'adorer, ok? Ce que tu es devenu susceptible ces jours-ci, je ne vois pas pourquoi. Tu as raison, bien sûr, je n'ai aucune excuse pour avoir perdu mon sens de l'humour si brutalement. Toi, tu ne perds jamais ton sang-froid. On peut te dire n'importe quoi, tu gardes toujours ton calme. Par exemple, pistolet. Arrête, tu veux que je tombe en syncope ou quoi? Voilà, nous sommes quittes. Est-ce que je peux encore te demander quelque chose? Dis toujours mais sans crier, et attention aux mots que tu choisis. Pourrais-tu me trouver un véhicule discret, s'il te plaît? J'aime mieux ça, tu vois que tu peux quand tu veux. J'ai une idée. Eric a une vieille moto tout-terrain, genre compétition. C'est bruyant, ça pollue, tu ne peux que passer inaperçu dans Paris. De plus, le casque assurera ton anonymat. Tu seras le vaillant chevalier avec son home, et sa cuirasse partant pour fendre l'ennemi. Décidément, que ferais-je sans toi? Et si les choses ne tournent pas comme tu l'espères, est-ce que la police, ou mes malfrats personnels, ne pourraient pas remonter jusqu'au malheureux propriétaire de mon fougueux destrier? Je ne voudrais pas être la cause de dégâts collatéraux. Je ne me le pardonnerai jamais. Ce que tu parles bien, fougueux destrier, dégâts collatéraux, c'est toi qui as commencé. Tu m'as traité de vaillant chevalier avec mon gilet pare-balles. Ta cuirasse, banane. Bon, on maculera debout la plaque minéralogique et tu feras attention. Tu porteras une combinaison adéquate. Pour peu que tu ne commettes pas de nouvelles infractions, excuse-moi, que tu ne fasses pas d'infractions, tu pourras te déplacer en toute sécurité. Et puis arrête de tergiverser. Va, cours, vole et te venge, mon fils. Tu vois, tu recommences.